Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h à Mopti et Tombouctou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, faire des jeunes des acteurs de leur développement endogène, c'est l'objectif du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Ils viennent lancer son nouveau programme en Mopti avec plus de 3000 jeunes. Boubacar Sankaré nous en parlera. À Tombouctou, Soro Sougouiriwa aux côtés des femmes avec la donation de plusieurs équipements pour agrandir leur entreprise tout en augmentant la productivité. Saloum Konaté nous en dira un peu plus. Notre dossier de ce lundi nous parle du calvaire de ces personnes qui restent à l'affût en cas de pluie en cette période de saison des pluies. Pour cause, leur maison devient un passoire. Adam Maïga nous dira comment ces personnes font. Hors du Mali, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko vient de présenter son plan de développement dénommé Vision 2050 pour mon pays, un plan de rupture avec le plan Sénégal émergent de l'ancien président Macky Sall. La République démocratique du Congo et l'Ouganda intensifient leur coopération militaire pour faire face à la rébellion. Et en sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et la participation du Mali au tournoi Taekwondo de Guinée équatoriale. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 14 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Direction la Venise malienne Mopti, où la Banque mondiale apporte son soutien au gouvernement du Mali dans la promotion de l'emploi. Elle vient financer à travers le PAFEM, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans 6 communes de la région de Mopti. Objectif, permettre à plus de 2000 jeunes d'avoir un fonds de roulement afin de pouvoir créer des activités génératrices de revenus, dont nous appelle Boubacar Sankaré. Au total, 3000 jeunes âgés de 15 à 39 ans des communes de Diafarabé, Djéné, Konna, Mopti, Sokura et Yuaru seront concernés par ces travaux. Issa Kassougué, représentant du coordinateur du PAFEM. Il s'agit de la réhabilitation des pistes rurales, le curage des caniveaux, l'assainissement vraiment des dépôts d'ordures et l'assainissement des voies publiques. Donc par suite, ils vont travailler pendant 60 jours dans un intervalle de 3 mois, à raison de 20 jours ouvrés par mois. Donc chaque jour, ils seront payés à 2000 francs. Ils peuvent créer des activités génératrices de revenus, les petits commerces, l'embauche, l'agriculture et d'autres activités au sein de la communauté et au sein de la famille. Le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, a déjà financé des activités génératrices de revenus au profit de 3000 autres jeunes de la région de Mopti en raison de 235 000 francs CFA par bénéficiaire. Pour les autorités administratives, le PAFEM est un projet qui contribue à la promotion de l'emploi. Colonel Mamadou Sidiki Konaté, conseiller au gouvernorat de Mopti. La situation des jeunes sans emploi et sans perspective constitue un défi majeur pour la paix et la cohésion sociale, particulièrement dans les zones de conflit. C'est à travers tous ces constats que le gouvernement de la République du Mali a mis en place le programme PAFEM afin d'accompagner les jeunes du centre et du nord à accéder au financement, aux opportunités d'emploi et de promotion de l'entrepreneuriat. Le PAFEM est un projet du gouvernement du Mali financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'UNICEF et son partenaire APIDEV. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. D'un projet à un autre, après la 5e région de la Venise malienne, direction la cité des 333 Saint-Tombouctou, où un autre projet, Fit the Future, Sougou Mali-Riwa et ses partenaires viennent de doter 13 unités de transformation en matériel agroalimentaire de la région de Tombouctou. Et bien, c'est pour booster la production de ces femmes entrepreneurs, mais également juguler la crise afin de faire face au chômage. Saloum Konaté. Des moulins multifonctionnels, des séchoirs à gaz solaire, des broyeurs d'arachide, gingembre et des mixeurs. Ce sont entre autres les équipements remis aux 13 unités de transformation agroalimentaire de Tombouctou par le projet Feed the Future Sougouiriwa. Ces équipements, d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, vont permettre d'accroître la productivité et renforcer l'autonomisation des femmes de la zone Delta. Ousmane Maïga, coordinateur de l'équipe Sougouiriwa Zone Delta.
Stimuler la productivité locale et soutenir les unités de transformation agroalimentaire bénéficiaires du guichet 1, du fonds d'innovation et du fonds additionnel d'urgence. Sougou Yirwa a décidé de supporter 13 unités de transformation agroalimentaire de la région. Pour les bénéficiaires, Niamoui Aligi, porte-parole des bénéficiaires. Les unités de transformation agroalimentaire de la région de Tombouctou ont bénéficié pendant 4 années d'un appui constant et opiniâtre empreint de fraternité. Ces appuis non limitatifs comprennent des formations, des rencontres B2B, des visites d'échange, des foires et des concours. Ils ont été bénéfiques pour nos entreprises et à l'ensemble de la population, particulièrement les femmes. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. En soutenant les 13 unités de transformation agroalimentaire à Tombouctou, avec des équipements et matériels adaptés, Sougou Yirwa vise à stimuler la productivité locale et renforcer la capacité de transformation dans notre région. Le représentant du gouverneur a pour sa part remercié l'USAID et l'ensemble des partenaires et acteurs pour leur engagement indéfectible envers les communautés avant d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage des équipements. Tombouctou, Saloum Konaté, Hassan Aïdara pour l'ORTM. 13h06, retour à Bamako, dans la capitale, pour parler de la 4e promotion AKPE, analyse quantitative, politique et économique, qui vient d'organiser une conférence débat sur le thème situation et perspective de la lutte contre la cybercriminalité au Mali. L'objectif est d'attirer la vigilance des citoyens sur les dangers liés à ce fléau. C'était à l'occasion de son 30e anniversaire. Batraouri. 20 ans d'activité pour la 4e promotion de la spécialité AKPE, analyse qualitative et politique économique Mamadou Baba Diawara. Les membres de cette association célèbrent cet anniversaire par une conférence débat sur la situation et les perspectives de la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Amadou Abba Sissé, président de la 4e promotion AKPE, Mamadou Baba Diawara. Le 5 août 2004, nous avons tenu une conférence sur la cybercriminalité. Depuis que c'était devenu un sujet d'actualité, aujourd'hui tout le monde sait. Nous voulons juste offrir cette occasion à la population, aux universitaires, d'en bénéficier. Et nous-mêmes, ce qu'on n'avait pas compris avant, de le comprendre aujourd'hui. Ce 20e anniversaire de la 4e promotion AKPE, Mamadou Baba Diawara, a pour parrain le ministre de la Justice. Le garde des Sceaux a saisi l'occasion pour rappeler les efforts du Mali dans la lutte contre le fléau de la cybercriminalité. Mahamadou Kassogué, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Notre pays a ainsi affiché une volonté politique marquée, très expressive dans la lutte contre la cybercriminalité, en devenant le premier pays dans la sous-région, voire à l'échelle continentale, à se doter d'un pôle judiciaire spécialisé. Avec la création de ce pôle et la loi spéciale sur la répression de la cybercriminalité, notre pays fait partie, sans nul doute, des pays à l'avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité. Mais aussi, il répond à une nécessité absolue liées aux conséquences incommensurables de cette forme de criminalité sur la société. Lors de cette célébration, les membres de la 4e promotion AKPE, Mamadou Baba Diawara, ont eu une pensée pieuse pour ceux qui ont commencé la lutte avec eux et qui ne sont plus aujourd'hui. 13h08, actualité hors du Mali au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté aujourd'hui son programme de développement intitulé Sénégal 2050. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence Sika d'Abdou Diouf de Diamniadio en présence du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le plan stratégique Sénégal 2050 est articulé autour de 8 pôles de développement, entre autres l'agriculture, les infrastructures, l'investissement à travers le pays et constitue une vision à long terme pour un Sénégal souverain, juste et prospère selon lui. Et il dit que ce plan, c'est pour permettre au Sénégal de se libérer du joug colonial. Ce programme vise à remplacer le plan Sénégal émergent PSE de l'ancien président Macky Sall. Au Tchad, une partie de l'opposition décide de boycotter les élections législatives prévues le 29 décembre prochain. 15 partis politiques réunis lors d'assises ce week-end à Djamena ont estimé que les conditions pour des élections transparentes ne sont pas réunies.
Ils sont plusieurs fois réclamés, une révision du fichier électoral, un découpage plus équitable des circonscriptions ainsi que des garanties de transparence sans suite pour eux. Pendant ce temps, le parti au pouvoir et ses alliés préparent activement leur candidature. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et celle de l'Ouganda. L'objectif, neutraliser les rebelles ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations entre les chefs d'état-major des forces armées des deux pays. L'annonce de la poursuite de cette coopération militaire intervient alors que l'Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23. Au Soudan, plus de 30 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire de 2 attaques des forces de soutien rapide survenues ce week-end. Ces attaques ont visé les soldats du général Mohamed Hamdan Daglo. Enfin, au Proche-Orient, l'Union européenne a condamné les attaques contre la force intérimaire des Nations Unies au Liban, appelée FUNUL. L'ONU déclare que ces attaques contre les casques bleus pourraient être considérées comme des actes de guerre. De son côté, le Hezbollah a aussi mené hier dimanche des combats rapprochés contre les troupes israéliennes au sud du pays. Le mouvement a également lancé une attaque de drones en Israël dans une zone proche de Haïfa ainsi que des missiles sur une base militaire dans la même région. La première a fait au moins 60 blessés, la seconde a coûté la vie à 4 soldats israélien. Retour ici pour parler de notre grand forum de ce lundi qui s'intéresse aux bâtiments et murs qui soignent pendant la saison des pluies. Un calvaire pour certaines personnes. Vous avez certainement fait le constat. Les habitants de ces différents bâtiments vivent un calvaire en cette période. La filtration de l'eau affecte négativement les matériaux de construction tels que les briques. Toutes choses qui posent la problématique de leur qualité et interpellent les professionnels du bâtiment. Adam Maïga nous en dit plus dans ce dossier. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour certaines personnes, puisque leurs bâtiments suintent pendant la saison pluvieuse et vivent le calvaire. C'est le cas de la famille Diarra, située dans un bas-fond à Magnambourou, en commune 6 du district de Bamako. Diarra Ramatoué Drago, ménagère. Ma chambre à coucher suinte pendant la saison des pluies. Elle devient humide et je n'ai même pas envie d'y rester. Comme elle, beaucoup de personnes vivent cette situation pendant l'hivernage. La famille Dambélé à Kalabankoura en commune 5 souffre également dès qu'il commence à pleuvoir. Dambélé Maria Georgette Maïga, ménagère. Pendant l'hivernage, l'eau rentre abondamment. Je mets les ustensiles dans les endroits là où il y a des trous. Quand les ustensiles là se remplissent, l'eau coule. Au-delà des difficultés que rencontrent les habitants, cette situation pose la problématique de la qualité des matériaux et interpelle les professionnels du secteur. Cheikh Kanté, président de l'Ordre des architectes du Mali. Si c'est les toits, cela est dû à l'absence de pentes sur les toits. Il y a l'eau qui stagne. Quand l'eau stagne, elle ira quelque part. Ça peut être aussi dû à l'insuffisance des gouttières. Les gouttières, ce sont des éléments qui permettent de déverser l'eau du toit vers le sol. Donc si ces gouttières ne sont pas en quantité suffisante, en fonction de la superficie du toit, l'eau va stagner aussi sur le toit. La filtration va dégrader le bâtiment et précisément la peinture, le crépissage, même les briques. Bon, au niveau des parois, les parois ce sont les murs verticaux. Ça peut être dû à la faiblesse de la couche de crépissage, notamment du côté est qui reçoit beaucoup d'eau. Il y a des choix de matériaux à faire parce que tous les matériaux ne sont pas bons. Et puis tous les ouvriers aussi. Pour y remédier, la consultation des spécialistes est nécessaire pour des raisons diverses. Il faudra consulter un professionnel qui va diagnostiquer votre bâtiment. Après un diagnostic peut préciser une solution. S'il y a un défaut de pente, il va vous conseiller de faire une forme de pente sur votre toit. Si il y a une insuffisance de gouttières, il va vous demander de multiplier les gouttières. Mais si les superficies sont grandes et que tous ces éléments sont bien faits, il va vous demander de faire une couche d'étanchéité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? Une fois qu'il y a l'infiltration, les gens se mettent à mettre des couches d'étanchéité. Bon, l'étanchéité vient en second lieu comme deuxième niveau de protection. Mais l'étanchéité en soi n'est pas la solution pérenne. Alors, ceux qui ont un projet de réaliser leur maison, consultez les professionnels avant toute activité.
car la sécurité et la solidité de vos bâtiments en dépendent. Problème d'étanchéité chez lui, c'est pourquoi il s'est tiré à 4 épingles. Nous allons le recevoir dans un instant pour la page sportive. À 13h passé des 15 minutes dans ce journal, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille celui que j'appelle affectueusement, généralement tous les lundis, Dougoutigui Bafoutigui. Bonjour et bienvenue Foutigui Tunkara. Merci à vous Ousmane, bonjour et bonjour à tous. Tiré à 4 épingles, bien comme toi aussi. L'actualité footballistique en ce moment sur le continent, c'est bien sûr les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Aigles du Mali sont à Bissau où ils affrontent demain les Djurtis de la Guinée-Bissau. Oui, les journées s'enchaînent et les rencontres se poursuivent pour les Aigles du Mali qui affrontent demain mardi les Djurtis de la Guinée-Bissau contre la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La délégation malienne a quitté Bamako hier à bord d'un vol spécial affrété par les autorités maliennes en vue de permettre aux Aigles de voyager dans de meilleures conditions. Après un peu plus d'une heure de vol, la sélection malienne est bien arrivée à Bissau. Les trajets des Aigles avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Mohamed Sidibé. C'est à 17h20 que le vol qui transporte les Aigles du Mali atterrit à l'aéroport international Osvaldo Vieira. Eh bien, 1h30 de vol facilité par les plus hautes autorités du pays pour permettre aux Aigles du Mali de bien voyager. Les techniciens belges et les sélectionneurs Tom Saint-Fit. Je dois aussi remercier le gouvernement et la fédération de Mali. Ils ont arrangé un vol direct fantastique et je sais que critiser une fédération, critiser un gouvernement, c'est très facile. Mais quand le gouvernement et la fédération font quelque chose pour notre équipe, et ça aide beaucoup pour la récupération de notre équipe. C'est l'opération 6 points qui continue et les 50% ont été atteints à Bamako avec la victoire. Si les Aigles du Mali gagnent ce mardi ici à Bissau, ce sera une qualification directe avec 10 points dans le groupe I des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà, les Aigles sont donc arrivés avec un effectif légèrement diminué. Des 24 joueurs n'ont pas effectué le déplacement sur Bissau pour raison de blessures. Il s'agit en l'occurrence des attaquants Lassine Sinago et Néné Dorgeles qui ont quitté le groupe depuis samedi. Je précise que le coup d'envoi du match est prévu pour 16h. Ce sera sous la direction des arbitres burkinabés. En cas de victoire demain mardi, les Aigles du Mali avec 7 points déjà décrocheront qui comptent déjà 7 points, décrocheront leur qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 à 2 journées de la fin de la campagne. Alors, on va juste préciser que dans l'autre rencontre du groupe I, les Swatini accueillent le Mozambique ce soir à partir de 19h. À l'image justement des Swatini, Mozambique, Guinée-Bissau, Mali, d'autres sélections nationales sont également sur le pont et déjà, à l'image du Burkina, d'autres peuvent valider leur ticket. Absolument, c'est déjà le cas pour le Burkina, comme vous le dites. Premier pays qualifié pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 au compte de la 4e journée hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les étalons du Burkina Faso ont battu les hirondelles du Burundi par les scores de 2-0. Grâce à cette victoire, le Burkina Faso totalise 10 points dans le groupe L et se qualifie pour la phase finale à 2 journées de la fin des éliminatoires pour la première fois de l'histoire. Alors, ce groupe L pourra donc connaître son épilogue demain mardi à l'issue du match Malawi-Sénégal à partir de 13h, puisqu'avec 7 points derrière le Burkina Faso, le Sénégal peut valider son ticket en cas de victoire. Alors, à l'instar donc du Sénégal dans le groupe L, bien d'autres pays pourront assurer leur qualification au bout de cette 4e journée. C'est le cas aujourd'hui pour le Cameroun avec 7 points qui affronte en ce moment le Kenya dans le groupe J. Le coup d'envoi du match a donc été donné à 13h au moment où je rentrais dans ce studio. Le score était de 0-0. Alors, l'Algérie avec 9 points qui joue contre le Togo dans le groupe E à 16h. Puis, demain mardi, la RDC avec 9 points qui affronte, qui sera donc face à la Tanzanie dans le groupe H à 13h. L'Ouganda avec 7 points qui sera opposé au Soudan du Sud dans le groupe K à 13h également. L'Égypte avec 9 points qui affronte la Mauritanie dans le groupe C à 16h. L'Angola avec 9 points également qui joue contre le Niger dans le groupe F à 16h. La Côte d'Ivoire avec 9 points qui sera face à la Sierra Leone dans le groupe G à 16h. Puis le Maroc avec 9 points qui sera opposé à la Centrafrique dans le groupe B à 19h. Enfin, le Nigeria avec 7 points qui affronte la Libye dans le groupe D à partir de 19h. Alors, tous ces pays pourront valider en cas de victoire leur qualification, soit aujourd'hui, soit demain.
En tout cas, à la lumière de ces résultats, on constate que déjà 4 journées, beaucoup de pays peuvent prétendre à aller au Maroc, ce qui est très rare sur le continent. Absolument, et je pense réellement que cette campagne 2024 est en train de démentir le nivellement des valeurs dans le football africain. Et si vous remarquez, dans les résultats de la 3e journée, il y a eu beaucoup de cartons. Ça veut dire réellement qu'il y a l'écart encore qui commence à se créer, au moins entre ces différentes sélections nationales. On va changer de discipline pour parler d'une discipline dans laquelle on est double champion du monde avec Daba Modibo Keïta. Vous l'avez compris, il s'agit du taekwondo, pour dire que le Mali est présent en Guinée équatoriale pour le tournoi Afrique de la Coupe du président de la Fédération mondiale de taekwondo appelé l'Open de Malabo. Oui, en fait, le Mali participe donc à des compétitions en Guinée équatoriale du 12 au 16 octobre en cours. Il s'agit donc du tournoi Zone Afrique de la Coupe du président de la Fédération mondiale de taekwondo et de l'Open de Malabo. Alors, l'équipe malienne est composée de 4 athlètes, dont 3 garçons et une fille. Il s'agit de Ismaël Koulibaly, Mohamed Fofana, Youssouf Sempara et Aissata Mohamed Sibi. Déjà, la Coupe du président, le Mali fait une bonne mention de 4 médailles pour 4 athlètes. 2 en or décrochées par Ismaël Koulibaly et Mohamed Fofana, une en argent cueillie par Youssouf Sempara et une autre en bronze obtenue par Aissata Mohamed Sibi. Alors, pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Alioune Badara Traoré, que nous avons joint ce matin. On vient de terminer la compétition de la Coupe du Président, à l'issue de laquelle le Mali a obtenu 2 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ça fait 4 athlètes, 4 médailles. Les médailles d'or ont été obtenues par Ismaël Koulibaly, Mohamed Fofana. La médaille d'argent a été obtenue par Youssouf Sempara et la médaille de bronze a été obtenue par Aissata Sibi. La prestation n'est pas mal, évidemment. À partir d'aujourd'hui, du lundi 14, commence la phase organisationnelle de l'Open, c'est-à-dire les inscriptions, les pesées, et demain, le mardi 15, vont commencer les compétitions proprement dites qui vont durer également 2 jours. La communauté malienne s'est vraiment mobilisée pour accueillir l'équipe, ce qui a beaucoup encouragé les athlètes. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, était présent toute la phase finale de la Coupe du Président. On remercie tous les Maliens qui ont montré vraiment un signe de patriotisme et qui nous ont vraiment épaulés. On espère qu'on fera honneur à cela en apportant encore un peu plus de médailles d'or. Notre souhait, c'est d'avoir 4 médailles d'or. En tout cas, on va tout simplement souhaiter bonne chance à la délégation malienne qui séjourne donc du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Alors c'était là, Maître Alioune Badara Traoré, président de la Fédération malienne de taekwondo. Ousmane. Je ne travaille pas de secret, mais ce que vous ne savez pas, Fotiki Tunkara a troqué son kimono pour un costume 3 pièces bien tiré à 4 épingles dans ce journal. Très heureux de vous retrouver lundi prochain. Plaise à Dieu. 13h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Amadisso Badi Touré, réalisation Douraté Diakité. Tout de suite les avis et communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.